Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 2 janvier 2026. Pour commencer, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité, qui sera suivi du décryptage présenté cette semaine par Eva, avec aujourd'hui le deuxième épisode sur la vie étudiante à Taïwan. Vous pourrez ensuite retrouver Floriane Dai dans son émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, qui vous proposera de rencontrer Kate Bellington, une Anglaise installée à Taïwan. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Ertebise qui revient sur les exercices militaires chinois organisés autour de Taïwan en début de semaine. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Des ONG contestent le projet d'amendement visant à supprimer le retour des biens mal acquis par les partis politiques. L'assaillant de l'attaque de Taipei a agi sans complice, selon l'enquête préliminaire. Un ex-responsable du Pentagone appelle à la vigilance face à la 5e colonne de la Chine. La mise en place des soins longue durée 3.0 relève d'une urgence démographique. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 2 janvier 2026. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction. Nous disions dans les grands titres, des ONG contestent le projet d'amendement qui vise à supprimer le retour des biens mal acquis par les partis politiques. En ce premier jour de séance parlementaire de l'année 2026, ce sont une cinquantaine de groupes de la société civile qui ont lancé une pétition pour s'opposer au projet d'amendement des réglementations relatives au traitement des biens mal acquis par les partis politiques et leurs organisations affiliées. Ce projet, initié par le député du Kuomintang Hu Hao, est passé en deuxième lecture le 31 décembre dernier, directement sans passer par la première lecture en commission, en raison du soutien de l'opposition Kuomintang TPP qui domine le Parlement. L'objectif de l'amendement initié est de permettre à plusieurs groupes affiliés à l'ancien parti au pouvoir du Kuomintang, notamment le China Youth Corps ou la National Women's Leagues of Republic of China, de ne plus avoir à rendre les biens considérés comme mal acquis pendant que le KMT avait le monopole politique de l'État. Les groupes civils ont initié la pétition aujourd'hui pour 3 principales revendications. Le retour du patrimoine mal acquis à l'ensemble des Taïwanais, la nécessité de respecter la procédure normale d'étude des projets de loi, ainsi que la nécessité de persévérer sur le chemin de la justice transitionnelle pour éviter un recul de la démocratie. À noter que l'opposition, qui voulait passer en force le vote en 3e lecture ce vendredi, a finalement abandonné l'examen du vote, faute de consensus entre les partis. L'assaillant de l'attaque à Taipei a agi sans complice selon l'enquête préliminaire. C'est ce qui ressort des premières conclusions de l'enquête de la cellule ad hoc de la police de Taipei, qui a publié ce vendredi les premiers résultats de l'enquête relative à l'attaque au couteau et aux bombes fumigènes à Taipei le 19 décembre dernier. La police et le parquet de justice ont retracé le déroulement du crime, les flux financiers et les liens entre les personnes impliquées dans cette attaque qui a fait 3 victimes, en plus de l'assaillant, et une dizaine de blessés. Selon les premières conclusions de l'enquête, Chang Wen, âgé de 27 ans et sans emploi, a acquis successivement le matériel nécessaire à son projet, notamment des masques à gaz, des fumigènes, des bidons d'essence, des bouteilles de gaz ou encore du méthanol. Il aurait ainsi planifié son acte pendant près d'1 an et demi, indiquant alors la préméditation de son geste. Étant sans emploi, donc sans revenu, il aurait financé ses achats grâce à l'aide irrégulière financière de sa famille. L'enquête préliminaire a révélé qu'avant de commettre son crime, Chang Wen a détruit son ordinateur portable en l'incendiant, ainsi que d'autres objets de son appartement. De plus, son compte en bancaire était presque entièrement vidé. Il a finalement choisi de s'enfuir et de se réfugier au dernier étage d'un grand magasin avant de sauter dans le vide.
L'enquête établit que l'angle de sa chute permet de conclure qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Le groupe de travail ad hoc a également clarifié le parcours scolaire, le service militaire, la situation professionnelle de Chang-won avant son passage à l'acte. Les entretiens ont révélé que l'assaillant n'avait subi aucun harcèlement scolaire ni pendant son service militaire, ce qui laisse supposer que d'autres facteurs pourraient expliquer son crime prémédité. Selon l'enquête, Chang-won a méticuleusement élaboré son plan d'attaque exécuté étape par étape, même si aucune issue d'évasion finale n'a été trouvée, confirmant qu'il a commis seul cette attaque. La police a indiqué que les preuves concrètes restent encore insuffisantes pour élucider les véritables motifs de Chang-won, mais l'enquête se poursuit et le rapport final devrait être publié prochainement. Un ex-responsable du Pentagone appelle à la vigilance face à la 5e colonne de la Chine. Tony Hu, ancien responsable du département de la défense américain, s'alarme du travail de sape de ce qu'il décrit comme la 5e colonne de la Chine, qui mène une guerre cognitive de basse intensité visant à affaiblir la volonté de résistance de la population taïwanaise, estimant que la vigilance de l'ensemble des citoyens est indispensable pour y faire face. Dans une interview récente à un média local, Tony Hu, américain d'origine taïwanaise, a jugé peu probable une victoire directe militaire de la Chine dans le détroit de Taïwan, à moins d'un cas de sabotage majeur opéré depuis l'intérieur de l'île avant le conflit. Et justement, à cet égard, il dénonce l'action de la 5e colonne qui vise à semer le chaos en sabotant des infrastructures critiques et en perturbant les forces armées à Taïwan, à coups de désinformation et de multiplication de messages défaitistes. Plus alarmant encore, Tony Hu avertit que ces réseaux souterrains chinois pourraient, en cas de guerre, s'attaquer aux réseaux électriques, empoisonner l'eau courante de distribution ou même recourir aux nouvelles technologies comme les drones pour viser des infrastructures militaires. Pour cet ancien responsable du département de la défense américain au Pentagone, face à cette guerre cognitive déjà présente à Taïwan, la meilleure arme des Taïwanais est celle de la détermination à se défendre, la clé d'une mobilisation nationale et d'un soutien international en cas de conflit armé. Notons que la référence à la 5e colonne est une expression qui désigne aujourd'hui les partisans cachés au sein d'un État, d'une organisation d'un autre État ou d'une autre organisation hostile. La mise en place des soins longue durée 3.0 relève d'une urgence démographique. En visite dans un établissement de soins de longue durée du comté de Yilan, sur la côte est de Taïwan, en ce début d'année 2026, le président Lai Ching-te a adressé ses vœux au monde médical. Il a surtout souligné l'importance de mettre en place le programme de soins de longue durée 3.0 pour une meilleure prise en charge médicale et sociale des personnes dépendantes et âgées, sachant que la démographie taïwanaise est déjà au niveau des sociétés super âgées depuis la fin d'année dernière. Pour le chef de l'État, le budget du gouvernement central en matière de soins relève d'une urgence liée aux besoins des personnes âgées, des personnes atteintes de démence ou de perte d'autonomie. Jusqu'ici, le système de soins de longue durée 2.0 s'adressait aux personnes présentant un certain niveau de dépendance. Aujourd'hui, nous voulons élargir ce cadre en intégrant tout le secteur médical. Nous souhaitons que chaque région soit dotée de soins et de services à domicile, de services communautaires, administratifs et médicaux qui soient tous interconnectés afin de mieux répondre aux besoins de nos aînés. Lai Ching-te a rappelé que Taïwan compte aujourd'hui plus de 15 000 centres de soins de longue durée, employant quelques 100 000 professionnels pour un budget annuel augmenté à 120 milliards de dollars taïwanais, soit environ 24 milliards d'euros. L'opposition met son veto à une résolution qui condamne les exercices majeurs militaires de la Chine. Les députés du DPP, Parti démocrate progressiste au pouvoir, ont présenté ce vendredi 2 janvier, ce matin, un projet de résolution pour condamner les exercices militaires majeurs de l'armée populaire de libération qui ont encerclé Taïwan. La proposition de résolution exige également que la Chine cesse immédiatement ses actions menaçantes et provocatrices contre Taïwan. Toutefois, l'opposition composée du KMT et du TPP a mis son veto à cette résolution, profitant de sa position majoritaire en séance.
Le Conseil de sécurité nationale a regretté cette décision qui, selon lui, envoie le mauvais message à la Chine et donne au Parti communiste chinois l'occasion d'accentuer sa guerre cognitive contre Taïwan. A l'inverse, la députée Kuomintang Xu Xiaoqing a déclaré que son parti condamnait certes les exercices militaires chinois, mais ne voulait pas rajouter de l'huile sur le feu des tensions. Et elle a ajouté que le gouvernement devrait établir rapidement le budget relatif à la loi récemment amendée sur la hausse du salaire des militaires pour prouver qu'il se préoccupe réellement du traitement de ses soldats. Une résolution parlementaire exige la démission de Joseph Wu Zhaoqie et une autre condamne le Premier ministre Zhou Rongtai. Le groupe parlementaire du Parti du peuple taïwanais avait soulevé un projet de résolution en juillet dernier déjà, visant à réclamer la démission de Joseph Wu Zhaoqie, secrétaire général du Conseil de la sécurité nationale et ancien ministre des Affaires étrangères de Taïwan, en raison des dossiers d'espionnage impliquant son entourage professionnel. La résolution soulevée par le TPP a été adoptée aujourd'hui par le Parlement. Les députés du TPP avaient initié ce projet en dénonçant que, sous la gouvernance du Parti démocrate progressiste actuellement au pouvoir, que ce soit le bureau présidentiel, le UN exécutif, donc le siège du gouvernement, ou même le parti DPP, tous ont été infiltrés par des espions chinois et que le proche confident de Joseph Wu, ancien chef de la diplomatie et actuel directeur général à la sécurité nationale, avait été inculpé et risquait une lourde peine pour avoir divulgué des secrets diplomatiques au Parti communiste chinois. Ce proche confident et ancien assistant s'appelle He Zhenqie. Cela a porté un coup dur pour la sécurité nationale et gravement nui aux intérêts de la nation. La troisième force politique du Parlement a par ailleurs précisé que Joseph Wu, au poste de secrétaire général du Conseil de sécurité nationale, a aussi volontairement violé l'article 8 de la loi portant sur l'organisation du Conseil de sécurité nationale, qui stipule que ce dernier est placé sous la surveillance de la branche législative. Or, Joseph Wu a rejeté à plusieurs reprises les invitations de la Commission parlementaire des affaires juridiques et judiciaires. Il a aussi refusé d'assister aux réunions relatives pour contourner le contrôle parlementaire, portant alors atteinte flagrante au système constitutionnel. Sur ces motifs, le groupe parlementaire du TPP a lancé un projet de résolution demandant la démission de Joseph Wu. Et la résolution a été adoptée en séance aujourd'hui. À noter qu'une autre motion a été adoptée par les députés ce vendredi, faisant de cette résolution parlementaire une condamnation solennelle du Premier ministre Zhou Rongtai pour plusieurs manquements majeurs relevant aux exercices de sa fonction de Premier ministre et principalement son refus de contresigner l'amendement à la loi sur la répartition des recettes du gouvernement en décembre dernier. La hausse des nouveaux cas de cancer se poursuit à Taïwan. Selon les dernières données du ministère de la Santé, un cancer a été diagnostiqué toutes les 3 minutes 48 secondes à Taïwan en 2023, soit une fréquence record de 14 secondes plus rapide qu'en 2022. L'âge médian du diagnostic est de 65 ans, un an de plus qu'en 2022. Au total, ce sont 138 051 nouveaux cancers qui ont été dépistés sur l'ensemble de l'année 2023 à Taïwan, avec près de 20 000 nouveaux cas de cancer du poumon, le nombre le plus élevé recensé ces 5 dernières années. Le taux d'incidence standardisé, tout cancer confondu, est de 331,3 pour 100 000 habitants, en hausse de 8 points par rapport à l'année précédente. Concernant les 10 cancers les plus fréquents, hommes et femmes confondus, le cancer du poumon demeure le plus fréquent, suivi du cancer colorectal, du cancer du sein, celui du foie, de la prostate, du cancer buccal, du cancer de la thyroïde, du cancer de la peau, celui de l'estomac et celui de l'utérus. Le ministère de la Santé souligne que le cancer du foie enregistre un recul stable et encourageant depuis 14 ans, qui est d'ailleurs le seul type de cancer à diminuer sur le long terme à Taïwan. Bien, c'est ainsi que nous arrivons au terme du journal de l'information de ce vendredi 2 janvier 2026, un journal qui vous a été présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Bonne suite de programme en notre compagnie.